Bonjour, bienvenue à la conférence de l'APEC sur l'expansion des entreprises. Je suis Alicia Clancy, qui est conseillère pour l'innovation, la science et le développement économique du Canada pour l'APEC et je serai la modératrice pour le panel d'aujourd'hui sur les leçons sur le terrain, la recherche et la collaboration. Depuis 2016, le partenariat APEC Canada pour la croissance des entreprises s'est efforcé de renforcer les capacités des MPME par le biais de la recherche, la formation, le mentorat et les événements dans le but de favoriser une croissance inclusive, durable et réduire la pauvreté. J'ai eu l'occasion de superviser des projets de recherche sur le terrain avec des partenaires en Indonésie, au Pérou, aux Philippines et au Vietnam, qui ont permis la création de documents de recherche, d'enquêtes nationales sur les MPME, d'ateliers de formation et de politiques et de programmes de mentorat aussi pour les femmes entrepreneurs. Sans cette recherche importante, le partenariat ne serait pas possible et nous avons des panélistes aujourd'hui qui reflètent ce travail crucial avec nous. Aujourd'hui, le format du panel sera une discussion modérée. Notre objectif est de réfléchir aux leçons tirées sur le terrain et à la manière dont elles améliorent la recherche et la collaboration avec les MPME. Pour les spectateurs, nous vous invitons également à faire part de vos commentaires dans la section de boîte de discussion et nous répondrons aux questions aussi aujourd'hui. Je vais d'abord présenter nos participants d'aujourd'hui, nos panélistes qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine. Leur biographie complète se retrouve ci-dessous. J'aimerais maintenant bien souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Elizabeth Newton, fondatrice de Newton et compagnie. Carmel Lorino, fondatrice Calzada Coffee. Kevin Chung, fondateur Kai Analytics. Carl Black, directeur des investissements D-Tech Impact Sustainable Energy. Bienvenue à tous et à toutes. Ne perdons pas de temps, allez, passons tout de suite à la question. J'aimerais demander à chacun des panélistes de présenter le travail qu'ils font avec le partenariat et la valeur ajoutée de la recherche sur le terrain sur les MPME et l'éclairage indispensable qu'elles amènent. Je vais commencer avec Elizabeth Newton. Avec mon équipe, nous travaillons avec de jeunes entrepreneurs, 35 et moins, au Canada, Indonésie, Pérou, Vietnam, et nous avons regardé comment leur attirer du succès afin de bâtir des jeunes entreprises en technologie. Ensuite, comment créer des liens. Ensuite, dans la région d'Asie-Pacifique. Ensuite, nous avons interviewé 25 investisseurs. Être sur le terrain nous a donné des données contextuelles qui, bien sûr, sont difficiles à découvrir en restant au Canada. Et ensuite, basé sur notre réseau d'entrepreneurs, nous avons pu dénicher de jeunes entrepreneurs actifs que nous n'aurions jamais approchés avec l'approche traditionnelle canadienne. Et ensuite, nous avons écouté quelles étaient leurs inquiétudes, leurs problèmes et les préoccupations culturelles et quels étaient leurs processus de décision aussi. Merci beaucoup. Carmel maintenant, à vous. Oui, j'ai travaillé avec Scott et autres. Nous avons travaillé sur une recherche en avril afin de travailler sur un domaine où nous n'avions pas de capacité pour le mener nous-mêmes. La Fondation nous a aidés à évaluer quelles étaient notre entreprise et quel était le travail nécessaire, où étaient les résistances, les contraintes et les opportunités aussi que nous n'avions peut-être pas vues. C'était vraiment un bon défi aussi, basé sur la récolte de données, les questions et d'autres choses nécessaires à faire dans une petite entreprise. Les rapports mensuels, les bilans. Ça a été une tâche aux multiples responsabilités. J'ai donc appris comment mener une entreprise et aussi faire de la recherche en même temps. Génial. Passons à
Kevin. Oui, Carmel, je me rappelle être dans une chambre d'hôtel ici, avec aussi dans une conférence à Carmel, à essayer de nouer ma cravate. Et c'était toute une expérience, mais oui. Notre projet était un développement de la chaîne de blocs et son application dans une entreprise, dans ce cas-ci, le café, a fait que tous qui participent dans la chaîne euh, soient plus équitables. Alors nous avons pu retracer le parcours du café, de la culture à la tasse. Nous avons vu ensuite comment mettre en place la technologie avec notre application. Par le biais de notre recherche, nous avons pu retracer le café avec un prix qui pouvait être 40% plus élevé grâce à la traçabilité. J'ai travaillé avec les Philippines et finalement le Guatemala. Merci. Carl? Oui, bonjour. J'ai travaillé au Pérou. Mon étude était sur l'accès aux finances pour les entreprises à vocation sociale, mais aussi l'entrepreneuriat de façon plus générale. Non seulement pour comprendre les enjeux par rapport à l'accès au financement, mais aussi pour identifier des solutions qui pourraient aider à réduire les enjeux d'accès au financement. La recherche était motivée en 2019 par déjà des données de sondage, par exemple un sondage en 2018 que 79% des entrepreneurs ont cité l'accès aux finances comme étant des problèmes pour leur entreprise. De façon similaire aussi, de façon consternante, lorsqu'on a parlé des causes d'échec, une majorité ont mentionné justement que le manque de financement était une cause d'échec dans leur entreprise. Quand ce qui a trait au financement de l'étude, et de ça est émergé aussi de l'étude, eh bien, ce qu'on a découvert que de nombreuses des entreprises sociales, et par ça je veux dire des entreprises qui utilisent des approches orientées marché sur les défis environnementaux et les communautés vulnérables, ces communautés tendent à avoir des finances qui ont en fait qui attirent les fonds qui peuvent attirer les fonds internationaux beaucoup plus que des banques locales ou des investissements plutôt ordinaires. Bref, ça a été un thème de l'étude qui a été bien intéressant. En termes de valeur ajoutée, eh bien, la méthodologie clé était basée sur des entrevues, 50 avec des entrepreneurs, des investisseurs et d'autres écosystèmes d'entrepreneuriat, des chercheurs, des réseaux, des universités et autres. Ce que j'essayais de faire avec tout cela est vraiment d'ajouter aux données des sondages existants, mais aussi de mieux comprendre l'histoire derrière les données. Bien sûr, les lacunes, mais aussi ce qui a trait avec le travail sur des sous-ensembles d'entrepreneurs au Pérou et d'essayer d'éclairer ou peut-être contribuer de façon modeste à une conversation politique ascendante avec une plateforme pour que les entrepreneurs se connectent avec les décideurs politiques en ce qui a trait aussi à l'amélioration des conditions des entrepreneurs, donner des emplois sur les plateformes, mais de partager des réflexions sur des solutions communes afin d'identifier des enjeux de finances communs pour les entrepreneurs. Merci à vous tous pour vos réflexions sur ces questions. Je pense qu'un grand thème qui a ressorti par le biais de ces commentaires était le contexte. Fournir du contexte sur le terrain a fourni d'accès à des voix qu'on ne pourrait entendre par certaines méthodes de récolte de données.
J'ai trouvé bien intéressant aussi le côté des données sur les entreprises afin de voir qu'on peut en tirer d'excellentes réflexions pour la croissance des entreprises aussi. Ceci dit, de nombreux de ces projets aussi avaient d'excellents partenaires sur le terrain. J'aimerais maintenant parler de l'importance de ces partenariats et des économies dans lesquelles ils travaillent pour ce projet et pour d'autres projets aussi sur la recherche sur le terrain. Pour celui-ci, nous pouvons commencer avec Carl. Oui, je sais que puisque vous venez de finir. Oui, bien sûr. Eh bien, tel que mentionné pour mon étude, j'ai fait quelques entrevues et aussi quelques études de cas ciblés. Un étant un institut à un endroit qui s'appelle Aura, ou la pointe nord de cette région. Une deuxième étude de cas aussi avec une entreprise au sud, à Puno, au Pérou, proche du lac Titicaca. Me connecter avec 50 de ces entrepreneurs a nécessité des connexions locales. J'ai habité au Pérou et j'ai eu l'occasion de tisser des liens locaux où j'ai mené ces études de cas. J'aimerais souligner des partenariats dans le contexte de mon étude qui a illustré justement certaines des solutions, la nature fondamentale du succès d'un partenariat. On a mentionné que j'ai travaillé avec une firme d'actifs depuis 10 à 15 ans. On avait déjà des relations établies dans le domaine, incluant à Baco, une coopérative qui m'a donné accès à des entreprises sociales, incluant celles à l'extérieur de Lima et dans d'autres parties du Pérou. Ils ont fourni des accès intéressants aux membres de la communauté financière au Pérou, incluant le CIMAX. Pour moi, ce qui est intéressant sur l'accès, eh bien, je sais que Kunan a participé au panel hier et c'est justement une plateforme dans l'entrepreneuriat social qui a été créée en 2014, donc pas nouveau, mais essentiel quant à l'accès à des entrepreneurs sociaux bien intéressants qui ont participé et qui ont pris part aux entrevues. Donc, Kunan a été un partenariat crucial pour le projet. Ahai Arequipa, qui est une coopérative à Arequipa, la deuxième plus grande ville au Pérou. Je le connaissais par le biais de l'Alliance coopérative bancaire et ont facilité l'accès à des participants de l'étude de cas. Tel que mentionné, ça a été bien important pour moi de révéler, d'avoir une étude qui incorporait des participants de toutes les différentes régions du Pérou. À Baco, aussi dans le nord-ouest. J'ai aussi eu accès à des participants dans à Iquitos, dans le nord-est du Pérou, dans la jungle. En termes de meilleures pratiques sur les recherches sur le terrain, eh bien, ce sont des exemples qui reflètent des organisations avec des points intéressants et un commentaire plus général aussi. Être ouvert d'esprit plutôt que d'avoir des idées préconçues dans les entrevues, eh bien, fait en sorte que je pense que le format d'entrevue semi-structuré plutôt, avec des aspects structurés aussi, mais aussi une conversation libre, a permis de faire émerger de nouvelles idées. J'ai obtenu des réponses qui n'auraient pas été possibles d'avoir
si on avait simplement un sondage strict et structuré. Bien sûr, les sondages ont de la valeur, mais des questions ouvertes et une discussion ouverte permettent aussi d'avoir accès à des idées bien intéressantes et vraiment pouvoir ouvrir la discussion sur des idées qu'on n'aurait pas dans un simple sondage, oui. Merci, Carl. Elisabeth? Oui. Quant à l'importance de la recherche sur le terrain, eh bien, c'est très important. Sur la crédibilité, avoir des partenaires, euh, c'est très important. Bien sûr, le contexte aussi. Dans une même culture, nous avons des biais qui peuvent faire en sorte qu'on interprète les questions différemment. Par exemple, dans la recherche, eh bien, un partenaire m'a dit que dans la culture, la fierté n'est pas nécessairement quelque chose de si bon, de si vu de façon si positive. Alors, ça permet d'éclairer la culture aussi. Aussi, les partenariats entrepreneuriaux étaient cruciaux. On a des entrepreneurs qui travaillent dans différents secteurs. Dans l'espace des réalités virtuelles, par exemple, dans un autre endroit, eh bien, on a pu voir les réseaux dans différents secteurs qui permettent de venir nous voir, alors tisser des liens, de la crédibilité. C'est très important pour avoir accès à ces personnes. Oui, très bien. Bon, j'ai maintenant je sais qu'on était des partenaires dans ce secteur. Alors, Carl, peut-être? Oui. Euh, le partenariat avec IAV, d'abord, eh bien, j'avais rencontré Scott au début. Je le voyais dans différents événements basés sur le café, dans différents cafés aussi. Alors, avant cette recherche, on avait déjà une certaine connexion. Ensuite, alors que je retournais aux Philippines, on voyait aussi un espace quant aux canaux de revenus, aux connexions, qui étaient assez présentes. Ensuite, à Casada, notre approche est basée sur les agriculteurs. Tel que mentionné aussi, nous avons des connexions très intéressantes. On travaillait sur un projet qui s'appelle IAV et la chaîne de blocs a été une façon de combiner nos intérêts communs. Nous pensions à l'époque que c'était une bonne occasion de tester certains de ces problèmes, de voir aussi comment nous pouvions connecter les producteurs avec les consommateurs et de voir si c'était possible de créer une pleine transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Ça a été clairement la base de notre mission. Et finalement, je pense que le partenariat a été facile. Nous avions déjà un lien qui était bâti, qui était présent avec Scott. Il savait déjà l'industrie du café, les différentes parties prenantes. Et je pense que cette relation qui a été bâtie en termes de recherche et de partenariat est une excellente façon de bâtir de la confiance, des relations et qui est moins extractif. Bien sûr, on doit aller sur le terrain et extraire des données parce qu'il y a parce qu'il y a déjà cette collaboration, tout cela aide beaucoup. Le Casada est très basé sur sa communauté. On voulait que cette compréhension de ce que l'on fait était incluse et que cette relation soit bâtie sur de la confiance dès le départ. Oui. Ben, je veux pas vraiment plagiariser qu'est-ce qu'on a déjà dit, n'est-ce pas? Comme Carl et Elisabeth ont mentionné, là, en fait, les partenaires locaux sont essentiels à une recherche sur le terrain qui réussit. Les économies, oui, mais aussi la recherche qualitative. Alors, en ce qui a trait à servir les gens, il faut connaître le contexte culturel et aussi avoir un partenaire
local permet d'identifier aussi les bonnes façons de parler à la communauté et les meilleures façons de collaborer ensemble. Un des succès clés a été de créer des chaînes d'approvisionnement partout dans les Philippines. Alors, de la ferme jusqu'aux transformateurs, jusqu'aux exportateurs et aussi l'environnement du café, mais aussi les officiels, les représentants publics, oui. Alors, avec SADA, nous avons une communauté Facebook, des groupes Facebook, des entrevues de la ferme dans les cafés et aussi le PDG d'une chaîne de café a réussi à nous aider. Ensuite, avec Casada comme partenaire, avec Arnell, elle est très directe. Elle a réussi à répondre à toutes les théories, les hypothèses. Pour qu'un partenariat fonctionne, il doit y avoir de la communication et de la transparence des deux côtés. Finalement, oui, nous voulons que notre recherche soit mutuellement à des bénéfices mutuels, oui. Très bien, une excellente transition, oui. Notre troisième question avant de passer à la section de questions-réponses. Eh bien, résume. Comment est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que les législateurs en retirent au niveau des économies dans lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y a. Il y a certains points peut-être que vous voudriez que les législateurs entendent ou les responsables au niveau des politiques, n'est-ce pas? Allez-y. Oui, eh bien, en tant qu'entrepreneur social, je pense on apprend toujours quelque chose que... Ben, la raison pourquoi Casada existe est pour répondre à certains des lacunes qui existent. Et les recherches ont souligné justement des améliorations nécessaires. Par exemple, la façon de mettre en œuvre la chaîne de blocs dans la chaîne d'approvisionnement du café. Tel que Scott a mentionné, il y avait certaines lacunes là où, puisque les Philippines, avec son industrie, ne sont pas très développées, eh bien, il y a bien sûr des problèmes. Ça peut être une formation au niveau des producteurs, des infrastructures de route, des méthodes de plantaison, de la coordination entre l'industrie et les parties prenantes. Donc, ce sont tous des domaines qui peuvent être améliorés en tant que propriétaire et à répondre à certaines lapines dans la récolte, dans la distribution, du connaissance technique. Ce sont quelques des aspects qui peuvent être améliorés avant de vraiment faire certains de ce que des effets que l'on veut faire et vraiment mettre en œuvre la chaîne de blood comme Scott. Merci beaucoup. Alors, il y a de ça 2 ans, c'était un moment intéressant pour lancer ce projet. À ce moment-là, ça commençait à être plus accessible pour les développeurs et les programmeurs. Alors, on avait un cadre de travail avec un grand livre avec la chaîne de blocs. Avec Yahvé, nous avions un prototype. On pouvait collecter de l'information. On a utilisé les textos, les SMS. Tout cela était en théorie, vous saviez, à l'époque. Donc, le défi, lorsqu'on était sur le terrain,
c'était le fait qu'on n'avait pas d'infrastructure Internet stable. Alors, dans les Philippines, il n'y avait pas d'infrastructure en place. Selon la région que l'on couvrait, c'était parfois un peu difficile. Mais vous savez, il y a une très bonne adoption de Facebook. Alors, les décideurs l'utilisent pour communiquer avec la collectivité. À l'époque non plus, il n'y avait pas une bonne structure réglementaire. On n'avait pas grand-chose qui incluait le mot Internet. Alors, on a dû se pencher là-dessus. Je pense que l'un des grands enjeux auxquels on a fait face, c'est la difficulté à obtenir le financement du gouvernement fédéral pour les innovations. Alors, on a une partie du gouvernement, une direction du gouvernement qui investit. C'est un financement qu'on peut offrir à travers les banques, qu'on peut obtenir à travers les banques pour les petites et moyennes entreprises. Mais en pratique, on s'est aperçu que les banques se sont aperçues qu'il était plus facile de payer tout simplement les pénalités. Mais je pense qu'avec tout ce qui a été mis en place, le programme qui a été mis en place, on a quelques leçons apprises. Alors, on peut avoir des impacts avec l'innovation, avec les entreprises sociales. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est lorsque j'ai mis mon pied pour la première fois dans une ferme. Je suis allée avec une collègue. Elle a fait des commentaires comme « Ah, t'as vu ici, maintenant, on a une route pavée. Regarde maintenant ici, il y a une machine à laver le linge. » Donc, avec quelques années de partenariat avec Kassala, sa fille plutôt, sera l'une des premières bénéficiaires du programme. Alors, c'était important d'apprendre ça. C'était important que les agences fédérales puissent intervenir. Bon, Elisabeth, 4 points principaux. Tout d'abord, il y a vraiment beaucoup d'intérêt, principalement de la part des entrepreneurs canadiens, les jeunes entrepreneurs canadiens. Ils veulent vraiment collaborer avec les entrepreneurs de l'Asie. Alors, qu'est-ce que les décideurs peuvent faire pour faciliter la situation? Ils doivent aider au niveau de l'éducation. On l'a mentionné, Carmel l'avait mentionné auparavant. Très souvent, pour un jeune entrepreneur, ils ne comprennent pas ce qui se passe lorsqu'on se travaille avec d'autres cultures. Alors, il faut comprendre nos similitudes. Parfois, il faut comprendre nos différences. Et souvent, on découvre qu'on a des préoccupations communes. Il faut aussi savoir appuyer les entrepreneurs, leur donner l'accès au financement, au mentorat, les aider à obtenir du financement. Parfois, c'est beaucoup plus facile ainsi de naviguer les programmes. Puis, dernier point, on devrait avoir un camp, un bootcamp pour les entrepreneurs et l'aspect interculturel. Alors, ça devrait peut-être être une étape préalable avant d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Elisabeth. Redonnons la parole maintenant à Carl. Quelques idées générales. Comme j'ai mentionné, il semble que l'accès au financement soit un problème général. Alors, il faut voir où retrouve-t-on ce défi, ce problème. Souvent, les entreprises matures sont habituellement profitables, elles sont rentables, elles ont une historique auprès des banques.
elles ont un accès facile. Alors, habituellement, avec les institutions financières déjà établies, ça peut être un peu difficile d'obtenir du financement si on n'est pas connu. De l'autre côté du spectre, il y a le public, il y a ce secteur public qui peut financer certains projets. C'est tout nouveau. Donc, ce sont des idées commerciales. Alors, on a une initiative qui s'appelle Startup Proof. Il y a aussi des initiatives au sein des universités. Kunan, par exemple, lance un défi annuel pour les entreprises en démarrage. Ce que j'ai découvert, c'est d'essayer de découvrir s'il y a des études intéressantes qui ont déjà été faites auparavant. Alors parfois, ce n'est pas dans la littérature. Souvent, il y a des modèles d'affaires qui ont déjà été éprouvés et qui pourraient fonctionner. Souvent, parfois une entreprise a un produit, un service et non, ils veulent essayer d'accroître leurs activités. Souvent, ils n'ont pas encore 5 ou 6 ans de bilan. Ils peuvent avoir une très bonne idée qui peut être utile au pays, mais ils n'ont pas de financement pour certains segments. Ça peut être un défi. Alors parfois, on a de très bonnes histoires à raconter pour expliquer l'impact de ces financements. Quand je pense au potentiel des politiques publiques, comment ils pourraient influencer les mécanismes de financement, cela pourrait peut-être même mener à un autre modèle de financement. Il faut que ce soit suffisamment attrayant pour obtenir du financement du secteur privé, pour inciter les investisseurs. Alors, dans mon rapport, j'ai discuté de plusieurs idées et 3 grandes recommandations sont issues. Et on va donner quelques exemples lors de la période de questions-réponses. Ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer le développement d'entreprises sociales viables. Parfois, nos recommandations peuvent s'appliquer de façon générale aux entreprises en démarrage. Puis, ce qu'il faudrait faire, c'est penser à une politique d'incitatifs fiscaux. Et la 3e recommandation, alors j'en discute longuement dans mon étude, c'est d'appuyer les entreprises sociales. Notamment, il y a une initiative par la Banque de développement. Ils veulent créer un fonds pour des fonds. Ça leur permettrait d'investir dans certains types d'entreprises. Ça pourrait aider ou susciter l'innovation et le développement dans d'autres pays. Donc, ce serait bien qu'on ait une liste, un fonds des fonds. Donc, il semble aussi qu'il y a eu un ralentissement de la mise en œuvre de certaines initiatives en raison de la pandémie. Il y a des engagements publics au financement d'entreprises. On pourrait peut-être l'explorer davantage. Donc, on aurait la possibilité de discuter certaines de ces idées. Merci beaucoup, Carl. Alors, vous avez trouvé des idées semblables, n'est-ce pas, avec vos études? Bon, maintenant, je pense que nous sommes rendus à la période des questions-réponses. On a une question, ici. Pouvez-vous parler de votre recherche et des partenariats sur le terrain?
Alors, avez-vous étudié l'équité de genre auprès des MPME? Je donne la parole à Elisabeth. Je me sens à l'école quand on me pose des questions comme ça. Alors, beaucoup des questions en matière d'inclusion, on se demande, avez-vous une bonne représentation? Alors, ce sont des questions qui peuvent nous informer sur ce qui se passe sur le terrain. Parfois, il faut poser les bonnes questions pour aider les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Souvent aussi, lorsqu'on procède à une enquête, on sélectionne les participants. Et parfois, à la fin du projet, on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas eu la bonne représentation. Alors, il faut faire attention à ce genre de choses. D'autres commentaires par rapport à cette question? Moi, je peux contribuer. Lorsqu'on fait nos recherches sur le terrain, je m'assure à l'interne que l'équipe qui procédera à la recherche est bien représentative et bien diversifiée. Donc, dans mes équipes, j'essaie d'avoir aussi un bon équilibre entre les hommes et les femmes. Je veux aussi m'assurer qu'on a des personnes qui parlent différentes langues pour assurer de bons résultats. Un autre des défis qu'on a, c'est de travailler avec les partenaires locaux. Lors de la dernière année, nous avons fait différents sondages. Alors, on voulait s'assurer d'avoir une représentation des genres dans nos répondants. Parfois, lorsque vous téléphonez dans les foyers, c'est très souvent l'homme de la maison qui répond. Alors, c'est difficile à ce moment-là d'avoir une bonne représentation. Alors, il faut avoir des approches plutôt créatives. Souvent aussi, on peut se présenter à la porte des églises les dimanches. C'est une bonne façon de procéder. Alors, sur un point de vue régional, on avait parlé de l'inclusion. Alors, en tant qu'investisseur, pas nécessairement en tant que chercheur sur le terrain, en bout de ligne, ça ne fait peut-être pas une grosse différence pour les investisseurs. Alors, du point de vue du genre, on a un fonds qui met l'accent sur l'autonomisation des femmes. Alors, il faut avoir une approche genrée. Ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'on a une entreprise qui a beaucoup de diversité lors de la prise de décision, principalement au niveau du conseil d'administration, ils réussissent mieux. Alors souvent, on peut l'inclure ça dans les critères au niveau de l'investissement. Aussi, il faut voir quelles sont les données disponibles au sein de cette entreprise. Comment les prises de décision sont-elles faites? Il faut parfois personnaliser les biens et les services pour répondre aux besoins des gens. Je voulais juste le mentionner. Alors, c'est ce qui se passe parfois sur le terrain, mais je voulais le mentionner, merci. Alors, j'aimerais poursuivre sur cette lancée. Alors, je ne suis pas une chercheuse en tant que telle, mais lorsqu'on parle de financement, le financement a différents objectifs. En fait, les investisseurs ont différents objectifs à atteindre. Souvent, on nous demande d'être partenaire et ils ont un objectif plus technologique. Je voudrais que l'EDI, l'année passée, était un
sujet chaud, en fait même là 2 ans. Alors lorsqu'on a un bailleur de fonds, on pose parfois des questions aux chercheurs. Alors on demande souvent que l'égalité de genre fasse partie du projet. Parfois on essaie de comprendre quel est le lien, quelles sont les lacunes. On essaie de l'inclure dans notre recherche. Parfois c'est un objectif selon l'investisseur ou le bailleur de fonds. Alors très souvent, on a des chercheurs qui veulent établir des partenariats avec nous, mais selon leur approche, nous ne sommes peut-être pas le meilleur des groupes. Alors lorsqu'on parle d'autonomisation des femmes, très souvent, cela fait partie des critères de base. Je vais intervenir. Oui, aussi, il faut voir aussi les résultats. On essaie d'avoir des indicateurs de mesure. Alors, on essaie de voir si il va avoir un impact disproportionné pour les femmes dans tel et tel cas. Alors, il faut vraiment s'assurer d'avoir un impact équilibré à l'avenir. Merci beaucoup, Elisabeth. Oui, lorsqu'on gérait le projet, on essayait de bien mesurer les impacts et de bien pouvoir démontrer qu'on avait une approche genrée. Parfois, ça peut être difficile. C'est difficile parfois de montrer les impacts à long terme ou la durabilité d'un projet. Alors, pouvez-vous parler un peu de, disons, la pérennité que vous avez pu voir dans vos travaux, dans votre travail? Avez-vous des histoires de réussite que vous aimeriez partager avec nous? Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut prendre la parole? Carl, je vous donne la parole maintenant. Allez-y. Je pense que nous sommes dans une bonne période. Le sujet de mon étude était l'accès au financement. J'y participais un peu. C'était au mois de juin 2020. Nous avons procédé à une autre étude au Pérou. C'était issu du travail qu'on avait fait en partenariat. Il y avait différents éléments, notamment, on essayait de voir quelles étaient les lacunes dans l'écosystème. On essayait de voir où on pouvait les inclure dans l'écosystème. Alors on essayait de trouver des champions locaux pour nous assurer, pour assurer la pérennité du projet. Alors l'éducation et la collaboration peut nous aider aussi. Alors on avait essayé d'établir des partenariats pour comprendre quels étaient les impacts des investissements. Mais il fallait aussi éduquer les intervenants. On a essayé de créer un comité consultatif ou un conseil consultatif national au Pérou. On voulait que les différents intervenants du pays continuent avec ce projet, en mettant en place des mécanismes de financement public. Cela permettrait d'attirer les investissements qui pourraient avoir un impact au Pérou. Je voulais le mentionner. C'était un suivi qu'on a fait, un suivi direct qu'on a fait. Le Canada est engagé avec le Pérou. Je pense qu'avec d'autres pays aussi. Alors, il faut bien souligner le travail qui a été fait dans le cadre de ce programme. Elisabeth, voulez-vous parler un peu de la pérennité? Alors, vous savez, dans les collectivités, on aime bien les nouvelles idées.
développer le potentiel. Alors très souvent, il y a des idées qui sont issues des recherches en tant que telles. Et souvent, on a des questions de la part des investisseurs. Que se passe-t-il avec tel et tel projet de collaboration, etc. Alors très souvent, lorsqu'on parle d'un projet de recherche, on pense qu'on fait le projet et c'est fini. Mais on plante des petites graines et parfois ça peut aider d'autres, faire surgir des idées. Alors j'aimerais maintenant donner la parole à Kevin. Pouvez-vous parler un peu de la suite de votre projet? Très souvent, tout de suite après les sondages, lorsque les résultats sont disponibles, on envoie les résultats à tous les participants au sondage, ceux qui ont participé aux entretiens, et on donne les résultats à ceux qui ont participé au projet. Quels étaient les défis? Et une fois que le rapport est publié, nous essayons de l'envoyer aussi aux participants. Une bonne partie du travail que nous faisons aussi, c'est d'aider les autres organisations à collecter des données de qualité, les aider à mesurer, à extraire les informations, les aider à avoir une vue stratégique et de bien mesurer les résultats. Merci. Carmel, voulez-vous parler de la croissance? Enfin, on a d'autres questions pour vous. Prochaine question. En fait, ça commence avec un compliment. Vous avez tous des projets tout à fait incroyables et vous avez de bons contacts sur le terrain. Quels sont les futurs projets sur lesquels vous travaillez à l'heure actuelle? Que pourrions-nous faire pour aider les MPME à croître suite à la pandémie? Avez-vous des projets à ce sujet? Alors, je donne la parole à Kevin. Bon. Au cours des dernières années, nous sommes spécialisés dans le traitement du langage naturel. On essaie d'en tirer profit, appliquer cette technologie à l'éducation, au développement international, et plus récemment, nous avons mis l'accent sur l'adaptation au changement climatique. Alors, nous avons probablement lancé des applications. D'autre part, j'essaie de mieux comprendre des inéquités, principalement en vertu de l'adaptation climatique, au changement climatique, notamment en Afrique, dans les pays moins développés. Alors, j'essaie de voir si cela peut créer des inéquités et si les gens sont sensibilisés au changement climatique. Carl, voulez-vous parler de vos projets futurs? Qu'avez-vous de prévu? Excusez-moi, je vous ai perdu pendant quelques instants. Mon travail quotidien, je travaille avec 2 grands fonds. Nous avons investi en 3 éléments distincts, notamment le financement inclusif, l'entrepreneuriat, et nous allons aussi nous pencher sur l'autonomisation des femmes et l'équité de genre. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être des leaders, être conscient de nos types d'investissements. Alors, nous évaluons de façon continue, c'est de mesurer l'impact socio-économique de nos projets. Nous essayons de le faire de façon collaborative. Souvent, nous partageons nos idées. Nous essayons d'améliorer la collaboration de cette façon.
Alors, j'aimerais bien aussi être impliqué dans un projet de leadership. Je vous donnerai un autre exemple aussi. Comment pouvons-nous nous intégrer dans le nouveau système énergétique? Comment pouvons-nous appliquer une approche pour autonomiser les femmes? Avoir une approche genrée? Comment pouvons-nous créer de nouveaux emplois hors des rôles traditionnels dans le secteur de l'énergie? Alors, nous sommes très ouverts à continuer, nous voulons approfondir ce sujet. Pour l'instant, on a des projets de recherche tangibles, mais aussi c'est un sujet d'intérêt général. Alors, ce sont deux grands domaines. Alors, j'ai bien hâte de voir quelles opportunités s'offrent à nous. Alors, nous voulons voir quels seront les impacts des investissements dans l'écosystème au Pérou. Alors, nous allons voir ce qui va se présenter au cours des prochaines années. Mais j'ai bien hâte de voir. Merci. Elisabeth, quelque chose à rajouter là-dessus? Qu'en est-il de vos futurs projets de recherche? Alors, j'aimerais bien savoir. En fait, nous savons que la pandémie nous a tous changés. Mais j'aimerais connaître un peu la nature de ces changements, voir à quel point les choses ont changé. Alors, on a maintenant Zoom. Comment est-ce que cela pourrait nous aider les équipes en Asie-Pacifique? Aussi, on veut voir quel est le niveau de risque entrepreneurial. Donc, il y a eu plusieurs changements. Comment pouvons-nous en tirer profit? Comment pouvons-nous utiliser ça pour les entreprises en démarrage dans la région Asie-Pacifique? Ben oui, c'est un peu une façon de comment on a réussi à se réajuster en pandémie. Pouvez-vous en parler un peu? On a un financement externe pour procéder à des recherches sur le terrain. On a en fait plusieurs choses sur le terrain. Alors, on approche maintenant de la période de la récolte. Nous travaillons avec 580 exploitations agricoles. Nous voulons essayer d'évaluer le risque. Alors, très souvent, ils travaillent dans des régions où leurs plantes ne sont peut-être pas aussi productives car elles sont très matures. Nous savons qu'il existe un marché dans leur communauté et nous essayons de voir si ces exploitants savent qu'il y a un marché externe. Alors, on essaie de voir, sont-ils en train d'essayer de nourrir leur famille? Veulent-ils investir? Qu'en est-il avec leur terrain? Ont-ils des objectifs à long terme? Ont-ils des fonds pour développer certaines parties de leur terrain? On essaie de voir aussi quel est le volume de café qu'ils produisaient, s'ils sont capables d'obtenir un financement externe, si cela pourrait les aider à renouveler leur plan et quels seront les résultats dans 3 ou 5 ans. Ce qui serait aussi intéressant pour nous, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons nous positionner dans cette pandémie globale. Alors pour moi, pour l'instant, je ne peux même pas me déplacer sur les fermes. Alors parfois, on a besoin d'avoir des réunions en personne. Maintenant, on le fait par courriel. Alors on essaie de voir si on peut être plus réactif, plus rapide. Alors auparavant, c'était parfois difficile de faire circuler un peu d'informations, d'aider ces exploitants. Alors j'ai hâte de voir à quel point ils se sont adaptés dans une courte période de temps en raison de la pandémie. Maintenant, ils ont accès
à des transactions sans contact. Auparavant, c'était impossible. En fait, très souvent aussi, il y avait des technologies disponibles, mais personne ne les utilisait. Donc, je pense que ce serait intéressant de voir justement les progrès qui sont faits. Merci beaucoup. C'était en effet des points positifs qui nous laissent plein d'espoir. Alors, je crois que nous sommes à l'heure. Nous allons devoir nous arrêter là, mais j'aimerais remercier tout un chacun de ce que vous avez réussi à nous mentionner. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait aussi. Ça fait maintenant quelques années en ce rôle. J'aimerais aussi remercier l'importance du gouvernement qui a permis la tenue de cette conférence. Dans les 2 derniers jours, les panélistes ont parlé des objectifs de croissance inclusive, des façons aussi de faciliter l'exploitation des entreprises pour les jeunes entrepreneurs. Ça a été un plaisir de modérer cette session qui a résumé aussi beaucoup des discussions qui se sont déroulées dans les 2 dernières journées. Simplement pour dire aussi que le panel qui suit sera la conférence d'honneur avec Lena O'Reilly, qui fait partie du groupe de travail pour les petites et moyennes entreprises à l'APEC. Alors, j'espère que vous serez en mesure de nous rejoindre pour cela. Après la session, il y aura une séance de discussion afin de faire un peu de réseautage avec tous les participants. J'espère que vous aurez l'occasion d'être avec nous. Et encore une fois, merci beaucoup. Et merci d'avoir rendu cette conférence possible. À bientôt.